Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions. Salut tout le monde, super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 194 et on va plonger ensemble dans le 11e Grand Prix de cette saison, le Grand Prix d'Allemagne, a.k.a. les toilettes de Marc Marquez, car oui, il fait caca sur tout le monde ici. Et nous sommes aussi heureux de passer officiellement le cap de la mi-saison. Donc c'est le 11e GP sur les 22 prévus cette année. Et pour cet épisode, je suis très heureux de vous retrouver avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut Pierre. Et notre invité Gueno, qui est là plus souvent que certains titulaires cette saison. On dirait que c'est notre Salvadoriano, quoi. Yes, salut. Ça va, t'aurais pu dire Espargaro, donc je m'en sors pas mal. Ouais, je pouvais pas. T'es trop gentil pour t'appeler Espargaro. Merci. Allez, tout de suite, on attaque avec les nouvelles qui se sont passées depuis le dernier Grand Prix. Donc, en Moto 2, on a Ajus et Roberts qui ont prolongé tous les deux respectivement chez Dynavolt et American Racing Team. En Moto GP, on va dire ce qui nous a occupé un peu sur les réseaux sociaux en début de semaine. On a eu George Martin qui a roulé à Aprilia, qui a roulé à Misano avec sa Aprilia dans le cadre du nouveau règlement. On a vu qu'il avait complété plus de 60 tours et qu'il a annoncé qu'il serait de retour en République tchèque. Il y a aussi eu une rumeur en fin de semaine sur le fait, donc une rumeur via le journal AS en Espagne, qui est quand même assez sérieux, sur le fait qu'il est coincé un peu contractuellement, notamment à cause du tribunal arbitral du sport. S'il se décide de le saisir, ça risque de le bloquer la saison prochaine. Donc a priori, il resterait chez Aprilia pour 2026. Et enfin, pas de Grand Prix d'Argentine en 2026. Le promoteur l'a annoncé sur les réseaux sociaux, mais ils ont de bon espoir d'être de retour en 2027. Voilà, vous avez un petit mot à dire sur l'Argentine ou Martin, peut-être ? Ouais, peut-être sur Martin. Sur Martin, au final, il devrait continuer avec Aprilia. Est-ce qu'on s'y attendait ? Oui, non, c'est pas trop. Mais est-ce qu'il a d'autres possibilités ? À part aller peut-être chez Honda, mais c'est compliqué contractuellement. Donc après, moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand même de les voir Martin en photo avec toute l'équipe, grand sourire, alors que 10 jours avant, ça communiquait par médias interposés, on va dire, pour se critiquer. Donc, vous dire en tout cas, je ne vais pas rouler, et voilà. Donc c'est un peu bizarre. Je suis assez d'accord avec toi. On peut parler des bons résultats d'une Française qui a couru à Donington dans le cadre de la compétition de championnat du monde féminin. Donc Lucie Boutzel, Thibaut, t'as suivi les courses, donc si je me trompe pas, P5 en course 1 et P4 en course 2. Ouais, c'est ça, sa performance est assez incroyable. Donc elle partait 4e sur la grille, elle fait 5e en course 1, 4e en course 2, et en course 2, au dernier virage, elle tente de doubler plus ou moins Maria Herrera. Bon, elle peut pas vraiment faire une attaque, elle était un peu trop loin, mais elle termine à 1 seconde de la victoire, et à rien du tout de Maria Herrera, qui est quand même qui est niveau expérience et comme dans les courses mondiales depuis plus de 10 ans. Et Lucie, c'est sa première saison en mondial, elle découvre tous les circuits. En début de saison, elle était vers la 12e, 14e place. Après, elle avait fait 8e, je crois, à Crémone. Et là, elle est dans le top 5. Donc c'est vraiment, c'est assez fou. Son meilleur chrono, il est à 2 dixièmes des meilleures filles. Au début de saison, elle était plus proche des 1 seconde et demie, 2 secondes. Donc elle progresse en fait à chaque sortie. Je trouve ça super. Et faut noter aussi Ornella Ongaro qui termine 8e en course 2. Donc là aussi, 2 Françaises dans le top 10, c'est sympa. C'est sympa pour elle. Ornella Ongaro, elle a beaucoup plus d'expérience, elle est bien plus âgée. Oui. Mais elle s'entraîne aussi un peu comme elle peut. Enfin, elle a très peu de moyens. Les deux ont très peu de moyens. Elles font comme elles peuvent. Elles ont pas l'expérience, les moyens d'entraînement des Espagnols. Et de les voir faire des bons résultats comme ça, je trouve ça bien. Et donc, faut le souligner.
Tout à fait d'accord. J'ai pas vu les courses, mais je pense que je vais les rattraper parce que j'aime bien ce circuit. Donc, je pense que je vais me faire une session intensive Superbike dans la semaine. Et enfin, on ne pouvait pas aborder cet épisode sans aborder cet événement qu'il y a eu lieu quand même à Manicourt, sur un circuit qu'on aime bien en tant que Français. Donc, le décès du jeune pilote espagnol de 20 ans, Borja Gomez, qui a eu lieu en marge du Junior des GP, donc dans le cadre d'essais privés, mais organisés quand même dans le cadre du week-end de course. Donc c'était un peu bâtard, on va dire, comme arrangement. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y avait quand même un problème de nombre de personnes, tant que marshal et commissaire de course, etc., sur le circuit, mais ce qui serait habituel dans ce type d'essai privé. On va dire que ce ne serait pas une faute uniquement liée à l'organisateur, enfin le promoteur du circuit de Manicourt, et voilà, que le pilote est resté longtemps sans équipe médicale et sans les drapeaux rouges appropriés, et notamment c'est une chute d'un deuxième pilote qui est survenu après sa propre chute, qui l'a blessé gravement et qui a provoqué plus tard son décès. Je sais pas comment aborder ce sujet. Donc déjà, on n'aime pas avoir des morts dans notre sport favori, mais peut-être Gweno, tu veux dire un mot? C'est compliqué. J'ai essayé de pas mal regarder à droite à gauche ce que les gens disaient, mais en fait c'est compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé. Par contre, je voyais c'était Matt Oxley qui montrait une grille enfin, il y avait les nombres de commissaires théoriquement normaux, enfin le nombre normal, pardon, et le nombre de commissaires qu'il y avait à Manicourt, enfin commissaire, marshal, ambulance, etc. Et c'est vrai qu'il était terriblement bas, et je me disais, ok, c'est quelque chose d'un peu officieux, etc. Mais enfin, il devrait avoir un nombre limite. S'il n'y a pas cette personne pour assurer ne serait-ce qu'un minimum de sécurité, ça me semble bizarre que ça puisse rouler quand même. Après, j'imagine qu'il y a les pressions du team, il y a beaucoup de questions d'argent, etc. Mais je trouve ça bizarre que ce soit quand même autorisé ou peut-être pas autorisé, mais comment on dit, toléré. Mais après, c'est vrai qu'avoir un avis concret, c'est compliqué. Mais après, j'ai vu que Pecco avait été très incisif aussi sur la question. Il était vraiment pas très content de ce qui s'était passé. Donc les professionnels ont l'air outrés de la situation. Donc je pense qu'il y a quand même matière à se poser des questions, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'on a des séances d'essais un peu privées. Là, on parlait par exemple de Jorge Martin à Misano. Combien il y a de commissaires sur la piste, enfin autour de la piste dans ces moments-là. Alors bon, là Martin était tout seul, mais des fois on a des équipes, on a 2 ou 3 teams qui testent, donc il y a les 4 ou 5 pilotes en même temps. Combien de commissaires sont présents dans ces essais un peu privés? Ça, c'est vrai que je ne sais pas du tout. Là, d'après ce qu'on a compris, ce sont les teams Junior GP qui ont payé eux-mêmes, on va dire, cette journée de séance d'essai. Donc il n'y avait que certains teams et pas tous les teams. Donc combien de pilotes étaient vraiment sur la piste à ce moment-là? Enfin, c'est un peu, on sait pas trop. Voilà, il y a très peu de communication. La Dorna a communiqué, Junior GP, MotoGP, on est très triste, tout ça. Mais plus ou moins, c'est pas nous qui organisons ça. Et c'est un peu, c'est quand même très spécial. Et je trouve que, enfin, les médias en parlent très peu. Enfin, les organisateurs parlent très peu. Donc la Dorna en parle très peu. Voilà, donc c'est toujours triste. Après, bien entendu, de voir un pilote de 20 ans, ou enfin même quel que soit son âge, tué alors qu'il était en piste. Ouais, et puis surtout que c'était, alors ça change rien que ce soit le dernier ou le premier qui décède, hein. C'est dramatique dans tous les cas, au même niveau de drame, mais on pouvait dire qu'il faisait en plus une saison exceptionnelle, hein. Il était en lice pour gagner à la fois le championnat d'Espagne 1000 et dans le même temps le Superstock 600 dans le cadre du championnat du monde Junior GP. Donc c'était quand même un pilote qui allait très très vite cette année. Après que les promoteurs se cachent et fuient leur responsabilité, c'est pas étonnant. En général, c'est ce qu'ils font, et je vise pas particulièrement la Dorna. Et c'est pour moi que c'est peut-être là où la FIM doit intervenir dans le futur, c'est-à-dire fixer des règles plus claires sur les minima.
dans le cadre de roulage, et notamment dans le cadre de roulage avec des équipes qui sont licenciées dans des championnats qui concourent sous l'égide de la FIM. Ouais, et puis là, il doit y avoir une histoire aussi d'assurance derrière, enfin c'est compliqué, donc bien sûr. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut pas communiquer, personne peut communiquer, c'est un peu comme tout ce qui est un peu judiciaire lors d'un accident. On se souvient du dramatique accident de je sais plus quel ancien pilote Moto 3, ancien espoir, qui a fait une grosse chute au Portugal, qui était devenu paraplégique, si je me souviens. Ouais, Carlos Tataï, ouais. Ah oui. Carlos Tataï, ouais. Et voilà, qui s'il avait pas réussi à faire médiatiser son cas un peu sur les réseaux sociaux, il retrouverait porte close sur les histoires d'assurance entre sa fédération, de son département en Espagne, ils sont très la fédération espagnole et la Dorna en elle-même, qui se renvoyait la balle. Allez, on passe au Grand Prix d'Allemagne. On revient sur le Moto 3, du coup. En info importante du week-end, donc on avait Ruchet Moudley, encore forfait, qui est remplacé par Leonardo Abruzzo, 15e dans la catégorie Junior GP. Et Lennox Fomara, donc pilote suisse, aussi originaire du Laos et de l'Italie, c'est un beau mélange, qui va remplacer Luca Lunetta suite à sa blessure à Seine. Donc lui, il est 22e au Junior GP chez MTA. En qualification, donc sortent de la Q1 Buchanan, Perrone, Oshii et Ted Wheeler. En Q2, on a une première pole pour Scott Ogden devant Almanza et Pini. Rueda seulement 12e. À noter aussi Audi Oshii dans le top 10 comme Buchanan, donc leur meilleure perf en qualif pour les deux rookies. Je me souviens plus, les qualifs Moto 3, ils étaient aussi sous la pluie. Ouais. Plus que sous la pluie, c'est pour ça. Ça explique beaucoup de choses. Non, je me souvenais pour le MotoGP, mais... Allez, résultat en course, donc on a une victoire de David Munoz devant Massimo Quiles et 3e Rueda pour pas grand chose derrière Quiles, je crois que ça se joue à 9 millième. 4e Piqueras, 5e Carpe, 6e Kelso, Pini 7, Ralston 8, 9e Buchanan. À noter les chutes de Abruzzo, Oshii, Fernandez, Boisserie, Almanza, Ogden et Furusato dans le dernier tour. Au classement du championnat, donc on a Rueda toujours en tête avec son beau podium, 203 points. Piqueras deuxième à 73 points de retard avec 130 points. Et Alvaro Carpe 129. On peut noter Munoz 107 et Quiles 6e avec 106. Belle remontée pour le jeune rookie. Voilà. De quoi on peut parler? Peut-être Gueno sur les chutes nombreuses qu'on a vues aujourd'hui. Ouais. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle de Furusato, parce que il avait vraiment possibilité de marquer des gros points, et se planter comme ça dans l'avant-dernier virage, c'est vraiment décevant, rageant on va dire plutôt, parce qu'il a fait vraiment une belle course. C'est vrai que c'est dommage. Parce que peut-être pas la victoire, parce que Munoz avait vraiment bien préparé son coup, mais je pense qu'il pouvait prendre la deuxième position. Il était très à l'aise, et c'est dommage quoi, un peu trop ambitieux sur le freinage, et puis il a perdu l'avant quoi. Ouais, effectivement. Et pareil dans les deux autres qui m'ont marqué, c'est celle d'Ogden et Almanza pour des raisons différentes, parce qu'Almanza ça fait alors ils l'ont dit, je l'ai oublié, mais c'est pas la première chute de la saison, il en a raté quelques-unes quand même, et c'est dommage parce qu'il a l'air d'avoir de la vitesse, mais je vais regarder 1, 2, 3, et il pourrait être mieux placé si chutait pas autant quoi, parce qu'il est rapide, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à concrétiser, à mettre tout bout à bout quoi. Et Ogden, l'an dernier, il avait une pole, il avait possibilité. Ouais, mais c'était sa première année, c'était. Oui, mais l'année dernière, il était vraiment tout le temps par terre, il terminait pas une course, donc là, il fait un peu mieux. Ouais. Du coup, t'as parlé un peu de Munoz, effectivement, qui a été pour une fois, alors ça commence à rentrer à force de faire n'importe quoi, j'ai envie de dire, assez intelligent.
Il a doublé Quiles, il me semble, dans le... Non, c'était Rueda ou c'était Quiles dans les 2 derniers virages? C'était Rueda, je crois. Rueda, ouais. Ouais, on est d'accord. Et assez intelligemment. Et il ferme la porte à la fin pour terminer devant. Donc, très belle course de Munoz, pour une fois. Il faut le souligner. Non, mais Munoz... quand il finit ses courses, il fait souvent des belles courses. Hein. Mais oui, Munoz, au niveau de talent, pour moi, c'est un des... Allez, peut-être 3 ou 4 pilotes là du Moto 3. 3-4 meilleurs. C'est tout simplement qu'il fait n'importe quoi depuis 2 ans, dès qu'il arrive dans les derniers tours, quand il joue un peu les podiums. Mais faut se rappeler, quand il était arrivé en Moto 3, dès sa 2e course, il faisait un podium. C'est un peu comme Quiles. Quand t'arrives et tu fais podium d'entrée, on a vu ça avec Carpe déjà au début de saison, on avait eu Acosta aussi, mais les pilotes qui arrivent et qui font podium d'entrée, souvent quand même, ils sont pas mauvais. C'est bien vrai. Un petit mot sur Munoz, Gwen? Bah non, rien de plus à ajouter, mais là je vois qu'il est quand même 5ème du championnat avec 5 chutes. Donc ouais, quand il arrive à connecter ses neurones, c'est quand même... Bon, il a fait quand même son truc un peu bizarre au départ, mais sinon à part ça, ça a été très propre. Et on peut dire qu'il fait des progrès, quoi. Parce que là, je regarde Aragon victoire, après Italie, 11 points, je sais pas quelle position ça fait, mais c'est top 10. Ouais. Après 2e, et là 1er. Non, là il est sur une bonne série, il faudrait qu'il arrive à garder un peu cette tendance, quoi. Bah, en fait, quand il termine, il fait top 5. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Quand il termine, il est dans le top 5, sinon il est par terre. Eh ben, on peut parler d'ailleurs d'un cas un peu similaire en parlant de Massimo Quiles. Encore une belle course pour le rookie, qui a mené un sacré paquet de tours en tête tout seul aussi. Non, il est quand même impressionnant. Parce que l'année dernière, que ce soit en Red Bull Rookies Cup, il faisait quand même un peu n'importe quoi. Il a quand même réussi à être suspendu une course seulement, il faisait n'importe quoi. Et là, il ne fait pas d'erreur en fait. Alors oui, il est un peu agressif quand même par rapport à d'autres pilotes, mais il a pas encore fait de vraiment n'importe quoi. Donc en fait, à toutes les courses, il mène plusieurs tours. Il découvre certains circuits. Donc non, c'est vraiment très grosse surprise de le voir aussi bien. Autant Carpe, je m'attendais quand même à le voir jouer dans le top 5, autant Quiles, je pensais qu'il allait avoir un peu plus de mal. Et finalement, les deux, quand même, sont là. Puis il apprend vite, parce que à Assen, il se fait piéger dans la bagarre dans les derniers tours. Et là, il y a eu un creux à un moment, je me suis dit qu'il avait perdu du rythme, mais en fait, je me suis demandé s'il avait pas essayé de sauvegarder ses pneus pour la fin de course. Et j'ai eu l'impression qu'il avait un peu appris enfin, c'est pas vraiment de ses erreurs, mais de la situation d'Assen pour mieux s'en sortir cette fois-ci, quoi. Oui, après, je pense qu'il continuera à faire... il va faire 2-3 erreurs dans la saison, mais là, depuis qu'il est arrivé, en fait, il joue devant. Donc, je pense que jusqu'à la fin de saison, il sera toujours dans le groupe de tête, les 8-9 qui se battent pour la victoire. Alors, ça passera pas tout le temps, hein, mais non, c'est quand même, c'est un bon rookie. Ouais, il faut rajouter que s'il continue sur ce rythme, il peut tout à fait aller chercher un podium au général final, effectivement. Oui. Là, il est très, très, très fort. Et pour enchaîner sur le 3e du podium aujourd'hui, donc Rueda, 3 victoires d'avance sur le 2e en termes de points, avec quasiment 3 victoires, on est à 2 points près, donc 73 points d'avance. Encore une course intelligente de sa part, il se fait chipper la victoire dans les 2 derniers virages et sur la ligne sa 2e place, mais rien d'inquiétant pour le pilote espagnol. Lui, il joue le championnat, donc quand il se fait doubler, il peut pas prendre des risques immenses. Et je suis persuadé que si Rueda avait été 8e du championnat, un peu comme Furusato, il aurait tenté quelque chose. Ou même un Munoz, lui, il joue pas vraiment le championnat, Munoz. Il peut prendre des risques. Rueda, lui, faut quand même un peu réfléchir, et là, c'est quand même 3e. Alors bon, il s'en sort bien parce que ils sont 4 pilotes en un 10e à l'arrivée entre Quiles, Rueda, Carpe et Piqueras. Bon, c'est quand même 16 points pour le championnat. 3e, un podium de plus, donc c'est pour lui tout bénef.
Je suis assez d'accord. Un petit mot peut-être sur Piqueras, Gueno. Je te lance. Ce que je vois, c'est que surtout qu'il n'a pas fait de podium depuis l'Espagne. Donc ça fait quand même 6 Grands Prix. Alors il est pas loin, mais il commence un peu à perdre du terrain et justement à se faire rattraper par les Munoz et Quiles qui poussent derrière. Hein. Bah, c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière, parce que c'est vrai que surtout par rapport à Rueda qui était un peu transparent par rapport à ce qu'on l'avait annoncé. Quand on regarde les courses de l'année dernière, on s'attend pas à avoir un Rueda aussi fort cette année. Alors que Piqueras, c'était un peu l'inverse, il était sur une courbe ascendante et avec le départ d'Alonso, moi je le voyais bien prendre un peu les rênes du championnat et en fait c'est un peu en demi-teinte par rapport à son début de saison qui était quand même plus c'est 3 podiums dont 2 victoires si j'ai pas de bêtises. C'était quand même un peu plus incisif que ça et puis même c'est en Angleterre où c'est pas de sa faute mais il aurait pu marquer des bons points par rapport avec la chute pas la chute mais la mauvaise qualification de Rueda. Au final il rate un peu le coche. C'est vrai qu'il est pas là où on l'attendait quoi. Et puis là il se retrouve bousculé par un rookie quoi, c'est jamais hyper agréable j'imagine. Donc par rapport à Carpe qui est quand même à un point de lui au classement pardon. C'est vrai que c'est un peu, je vais pas dire décevant parce que c'est sa deuxième saison, mais je m'attendais un peu à mieux quoi. En fait, c'est vrai que Piqueras, il est pendant toutes les courses. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins le cas là pour ce Grand Prix en Allemagne. Il se battait quand même un peu plus devant, mais souvent depuis quelques courses, on le voit 8ème, allez entre 6ème et 8ème pendant toute la course. Et sur la fin de course, il essaye de faire mieux. Et bon, il termine toujours, on va dire, vers la 5ème, 6ème place. Mais au final, c'est pas surprenant de le voir 6ème et pas de le voir sur le podium, parce qu'en fait, de toute la course, on le voit pas sur le podium provisoire. Ah oui. Alors qu'au début de saison, c'est vrai, il a quand même 2 victoires et une 2e place sur les 5 premières courses. Il était là, quoi. Et maintenant, il souffre un peu plus, en fait. Quand c'est vraiment une bagarre d'une dizaine de pilotes, 10-15 pilotes comme on a à Assen ou au Sachsenring, il a un peu plus de mal. Je suis assez d'accord avec vous. Piqueras, c'est un peu décevant sur ses dernières courses. Pour autant, on peut pas dire qu'il démérite. C'est juste que entre la 2e et la 6e place au championnat, il y a que 24 points d'écart. Et alors que devant, Rueda toujours largement en tête. Un dernier mot peut-être sur Buchanan. Qui c'est qui voulait aborder le sujet? Ouais, c'était moi. Vraiment, il me surprend ce pilote parce que ce soit en Red Bull Rookies Cup ou en Junior GP. Il était moyen, on va dire. Donc là, il est arrivé au début de saison, on s'est dit bon, ok, c'est un Néo-Zélandais, pourquoi pas, faut une nationalité de plus. Et en fait, il est quasiment tout le temps dans les points. Là, au début de course, il était 3ème à un moment. Alors bon, ça a pas duré, hein, mais il termine dans le top 10. Donc non, c'est bien. C'est pour un pilote. Alors c'est sûr, on peut pas le comparer avec Quiles ou Carpe qui sont aussi rookies, mais on l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Et en fait, il arrive quand même à marquer régulièrement des points. Donc c'est bien. On est d'accord. Et puis dans l'ensemble, on peut parler d'une course assez typique Moto3, hein, avec un groupe de 15 pilotes qui se bagarrent pendant longtemps pour la victoire. Et les chutes, on a déjà parlé. C'est une bonne course qui se laisse bien regarder. Hein. Oui. Et bien on peut enchaîner sur le Moto2 si on n'a pas d'autres points d'attention sur cette catégorie. On passe à la catégorie préférée de Gueno. Donc en Q1, on a Baltus, Dixon, Guevara, Arenas qui se qualifient pour la Q2. Morera, seulement 11e en Q2, partira donc de la 25e place. Et je pense qu'on peut le souligner. En Q2, on a Dixon qui fait la pole devant Baltus et Arbolino. Pas les pilotes attendus en général sur cette première ligne. Hein. C'était encore sous le qualification, sous le mouillet. Gonzalez, en souffrance du coup sous la pluie, partira 16e. Assez loin, il termine à 4 secondes de Dixon en Q2. Et Canet, un petit peu mieux, on va dire entre deux, partira lui 12e. En course, on a Denis Sonchou qui remporte la victoire devant Barry Baltus et Jake Dixon. Manuel Gonzalez 4e, Celestino Vietti 5e, Joe Roberts 6e, Aaron Canet 7e. On peut parler également de Daniel Olgado qui finit 12e.
Et on peut parler des chutes. Donc Alonso Lopez, Eric Fernandez, Torni Arbolino, David Alonso et Diogo Moreira ont chuté ensemble, on va y revenir. Marcos Ramirez et Albert Arenas également chuté ensemble. Deux cas bien différents, mais je pense que tous les deux nécessitent des discussions. Au classement, Manuel Gonzalez du coup en tête avec 172 points, juste derrière Aaron Canet 163 points. Diogo Moreira 128 points marque le pas sur cette course avec sa chute. Jake Dixon revient bien lui 114 points à égalité avec Barry Baltus, donc 4e ex aequo tous les deux. On peut le dire, Moreira se rate, alors je sais plus c'est à quel virage, donc il se rate, il fait un tout droit, il revient sur la piste n'importe comment en fait sans regarder, et là Alonso lancé sur la trage à pleine balle le percute assez violemment. Les images sont très impressionnantes, heureusement plus de peur que de mal, mais à part ça quand il a l'accident il était remonté jusqu'à quelle place? Quatrième. Ouais, quatrième. Ouais. Il se battait pour la quatrième place. Ouais. Avec Dixon, en fait, c'est voulant doubler Dixon, il sort un peu large et il revient sur la piste, et Alonso, qui était derrière dans la trajectoire, avec une vitesse, bien entendu, 3 à 4 fois plus élevée, il le percute. La course de Moreira est quand même assez folle. Il partait 25e, il a remonté petit à petit tout le monde. Il faisait pas d'erreur, enfin, il doublait bien, c'était vraiment, c'était propre, c'était beau, et en fait, il était parti, alors, peut-être pas pour gagner, encore que, mais en tout cas, le podium il était parti pour le podium. Et non, c'est rare comme en Moto 2 de voir un pilote remonter 20 pilotes comme ça en une vingtaine de tours. Donc là, ce qu'il a fait, Moreira, c'est vraiment une très très grosse course. En fait, il confirme ce qu'il montre depuis quelques GP. Malheureusement, il fait une grosse erreur. Je pense, il pensait pas qu'il y avait un tel écart de vitesse avec Alonso, et il est revenu en plein dans la trajectoire, et bon, tant mieux, pas de blessés, mais ça aurait pu être grave, bien plus grave. Et malheureusement, Moreira, on peut pas dire malheureusement, mais il se prend une pénalité et partira de la pit lane le week-end prochain à Brno. Ouais, Gueno, Moreira, tu penses que peut-être justement sa folle remontée, son excellente remontée lui a fait perdre un peu peut-être le sens des réalités, et qui voyait le podium au bout de sa roue, et que du coup il a perdu les pédales. Quand il tire tout droit, il doit perdre 3-4 places, parce que Alonso était 10e, donc je pense qu'il a vu le truc s'échapper et il a paniqué, quoi. Il est revenu il s'est dit faut que je remonte tout de suite pour rattraper, et puis je pense qu'il a même pas pensé à regarder plus que ça, quoi. Et alors moi, sachant que Moreira et Alonso c'est sans doute mes deux pilotes préférés en Moto 2, j'ai passé un très mauvais moment. J'ai jeté mon téléphone quand il a tiré tout droit. J'ai repris le téléphone, j'ai vu au moment où Alonso lui rentre dedans, j'ai relancé mon téléphone. Non, c'est vraiment nul, et la pénalité est vraiment méritée, mais c'est dommage, c'était tellement bien et tellement beau. Puis il envoyait un gros message à Canet et Gonzalez, qui était quand même pas c'était pas catastrophique, mais c'était pas brillant non plus leur GP. Et là il envoyait un gros message, et il a tout foutu en l'air un peu, parce que même s'il avait repris derrière en revenant 11e, et puis il aurait peut-être pu remonter 5e, c'était pas non plus, ça aurait été un très belle performance dans l'absolu, quoi. Même s'il avait pas le podium, et là il a tout foutu en l'air bêtement, quoi. On est bien d'accord. Vous avez parlé de Gonzalez, ouais. Donc voilà, Gonzalez et Canet qui sont dans les bons points, mais sans être transcendants. C'est ça. Ouais, Gonzalez termine 4e, Canet 7e, donc il marque quand même des bons points. Malgré tout, je pense qu'un Moreira, il a quand même marqué les esprits avec sa course, même si ça se termine mal. Parce que là, ce que je disais tout à l'heure, une remontée comme ça, c'est un peu un Marc Marquez époque Moto 2, qui s'amusait avec tout le monde et qui partait dernier et pouvait gagner la course. Donc ouais, c'est quand même Moreira, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était pas mal. Gonzalez marque des bons points, et Canet pas si mal que ça, parce qu'en fait il a pris une très grosse chute en qualif, pour ça qu'il partait 12e. Il a été déclaré fit le matin de la course, il était quand même mal en point, et il termine quand même 7e. Donc en fait les deux limitent les dégâts, prennent même des bons points, mais
la course ça veut pas dire, ça résume quand même pas leur week-end. Sachant qu'en plus, leurs bons points sont dus aussi aux 4 chutes qu'il y a eu devant. Parce que du coup, il y a Morera, Alonso, Ramirez et Arenas qui tombent, donc déjà... après, ils ont le mérite d'être restés sur leur roue, hein, mais c'est vrai que ils n'étaient pas aussi bons qu'on a pu les connaître, surtout Gonzalez. Parce que Canet, il a des hauts et des bas, mais Gonzalez, depuis le début de l'année, il est quand même tout le temps aux avant-postes, quasiment. Et sauf Grande-Bretagne et Aragon, là, il a eu un petit creux, mais sinon, il est toujours devant. Et là, ouais, c'était moyen, quoi. Mais il termine quand même 4ème à 3 secondes de la victoire. Ah ouais, donc c'est ça, en fait. Au final, en chrono, il est pas si loin que ça. Et en fait, il a malgré tout construit sa course parce qu'il partait loin, il a pas fait un bon début. Il était à un moment où il était 12e, enfin vers la 10-12e place. Et c'est vraiment sur la deuxième partie de course, quand les autres pilotes ont commencé à avoir un peu plus de mal, lui, il a conservé son niveau et il remontait un peu tout le monde. Donc, malgré tout, il est pas leader du championnat pour rien. Enfin, voilà, il a fait quand même une course de patron ou de leader en tout cas. De pilotes qui jouent le titre. Tout à fait. Et vous l'avez cité, donc on a à l'avant-dernier tour Ramirez qui, au virage numéro 1, oublie de freiner et percute Arenas. Incident de course. Un mot à dire sur cet accident? Grosse erreur de Ramirez. Après, j'ai envie de dire Ramirez, oui, il ne fait pas exprès de foncer dans Arenas, mais bon, c'est pas qu'il oublie de freiner, il freine peut-être un peu trop tard et là on voit la moto qui part dans tous les sens. Et là, tu sais que c'est mort. Et il est obligé de relâcher le frein, et il écarte et il percute. Et le pauvre Arenas se fait percuter, enfin, comprend pas trop ce qui lui arrive. Et fait de course, malheureusement. Bon, alors Ramirez, je crois, s'est pris un double long lap pour la prochaine course. Ouais, voilà, malheureusement, ça arrive des fois. Les pilotes, ça passe à rien du tout. Il s'évite pour quelques centimètres. Bon, là, et là, ça passe pas. Là, c'est pas du tout passé. Ok, et du coup cet incident va percer un air fence et la direction de course affiche un drapeau rouge parce que il faut quelques minutes pour remplacer un air fence et on n'a pas le droit de rouler s'il n'est pas remplacé. Donc drapeau rouge, la course se termine ici puisque les 2/3 sont écoulés. Et on a une victoire d'Honshu devant Balthus qui attendait son tour, Gueno. Ouais, ce qui a marqué, c'est dommage parce qu'on voyait bien qu'il attendait la fin. Après, c'est peut-être aussi le problème d'attendre le dernier moment pour attaquer, c'est que le moindre imprévu met tout à plat, quoi. Mais il a fait dans l'ensemble une super course quand même. Surtout que le vendredi, c'était pas transcendant. Alors c'est vrai que je l'ai regardé d'un œil au travail, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il était particulièrement à l'aise. Et le samedi, avec la qualif sous la pluie, il s'est réveillé. Puis après, il a fait une super course. C'est dommage qu'il y ait le drapeau rouge, mais ça n'enlève rien. Qu'il a fait une perf très solide tout le dimanche. Enfin, toute la course, pardon. Ouais, Balthus, je pense qu'on va voir sa première victoire cette saison. Hein. Là, c'est son 4e podium. Ouais. 3e fois qu'il termine 2e. Il progresse. C'est une bonne surprise pour moi cette saison. Je ne le pensais pas aussi bien. Et non, on a eu quand même une belle course. Et Honshu, pareil, là, qui gagne sa 2e course de la saison. Il maîtrise aussi la course. Les deux étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Voilà. Oui. Effectivement, belle course d'Honshu tout en maîtrise également. Voilà, c'est une victoire logique. Il avait su contenir les assauts de Balthus à un moment donné. Et puis Balthus, on a vu qu'il avait relâché un petit peu pour se caler dans la roue. Et finalement, le drapeau rouge joue dans le camp de Honshu. Allez, on passe au MotoGP. On a aussi pas mal de choses à dire. Donc on a Luca Marini qui est de retour après son accident des pré-tests des 8 heures de Suzuka. On a également Alex Marquez de retour après son accident en Grand Prix à Assen. Bastianini sera out de son côté car malade. On a appris qu'il avait l'appendicite, donc il s'était fait opérer. Encore un absent, Chantra, blessé en entraînement en off-road. Lui, il a carrément une blessure au ligament collatéral latéral du genou droit. Je suis pas médecin, c'était le communiqué de presse. Hein. Apparemment, il est opéré avec succès. Il sera pas remplacé en Allemagne, mais Nakagami prendra sa place pour le prochain Grand Prix en République tchèque.
Et enfin, on a Viñales qui se blesse au tout début de la Q2. Il va se luxer l'épaule et il sera forfait pour la suite du week-end. Et également pour la République tchèque. Thibaut, tu me disais que, petite statistique, première fois qu'il rate une course sur blessure depuis son arrivée en Mondial Moto3 en 2011. Ouais. Viñales, c'est vrai ça? Ouais, c'est... Bon, alors, il a raté d'autres courses. Pour les courses en fait, qu'il avait ratées jusqu'à présent, c'est en Moto3, justement en 2011, parce qu'il s'était engueulé avec le team, il était parti. En MotoGP, Yakama, parce qu'il s'est fait virer, parce qu'il s'est engueulé avec le team. Donc, et après, bon, non, il en avait raté une autre, après aussi en 2021, c'était avec quand son cousin était décédé. Il avait pas fait la course suivante. Mais c'est vrai que c'était un peu, je trouve ça marrant de dire qu'il a jamais raté une course sur blessure, mais il en avait raté 5 parce qu'il s'était fait virer de ses équipes en cours de saison. Non, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, de base, c'est pas un pilote qui s'est beaucoup blessé dans sa carrière. Il me fait penser un peu à Dovi, qui a aussi des records de longévité, justement. Ouais, Dovi qui avait jamais raté une course dans sa carrière aussi sur blessure, et c'est vrai que c'est rare, en fait. Et là, quand on voit, par exemple, d'autres pilotes qui, eux, on va parler d'un Alex Rins ou d'un Miguel Oliveira, où on a l'impression dès qu'il chute, il se blesse. C'est vrai que pendant quasiment 15 ans, pas rater une seule course à ces niveaux, et quand même quand tu chutes, tu te fais mal. C'est fou. C'est assez fou. Belle performance. Et en parlant de performance, les qualifs en Q1 sous la pluie, bon, c'est pas une surprise, mais c'est Johan Zarco qui est plus rapide devant Maverick Viñales, avant sa blessure du coup. Marc Marquez en Q2 signe la pole devant Johan Zarco pour un cheveu, et Marco Bezzecchi partira de la 3e position. Les 3 pilotes auront été devant pendant toute la séance, assez facile dans ces conditions. Pour le coup, on peut citer des mauvaises qualifications comme celle de Pecco notamment. En course sprint, le samedi, si je me trompe pas, donc Marc Marquez gagne, Marco Bezzecchi P2, un étonnant Fabio Quartararo P3, DJ Antonio 4, Jack Miller 5, Binder 6. On a une grosse chute en début de course de Franco Morbidelli, qui va faire un sacré nombre de roulés-boulets dans le bac à gravier, avec la combinaison qui s'ouvre, etc. Donc, a priori, pas de blessure détectée sur place, mais il va rater la course du dimanche. On va parler du Grand Prix de le dimanche. Donc, on a 18 pilotes qui prennent le départ, dont 17 titulaires. Et ça va pas s'arranger avec beaucoup de chutes, donc notamment Savadori 2 fois, et notamment la deuxième au virage numéro 1 sous drapeau jaune. Zarco aussi va chuter au virage numéro 1. Ogura et Mir vont chuter ensemble, mais ce sera un fait de course. Bezzecchi et Digia et même Acosta, dans une moindre mesure, finalement ne voulaient pas du podium qui s'offrait à eux et ont décidé de chuter. Également, les pilotes finissent à 10 à l'arrivée avec les chutes additionnelles d'Oliveira. On peut dire que c'est la première fois depuis Australie 2011 qu'on n'a pas eu un Grand Prix qui se termine à 10 pilotes. Donc il fallait remonter 14 ans en arrière. Sinon, quoi dire, Marquez gagne, il fait des célébrations TikTok. On a Alex Marquez P2, Pecco Bagnaia P3, une belle 4e place pour Quartararo. Aldeguer qualifié assez loin, finit 5. Eh ben, on va tous les faire vu qu'ils sont que 10. Luca Marini 6, Binder 7, Miller 8, Fernandez 9 et Alex Rins 10e. Voilà, messieurs. Par quoi on commence Marquez, Alex Rins. Allez, c'est parti pour Yamaha. Rins dernier à 39 secondes alors qu'il n'a pas chuté. Quelqu'un veut dire quelque chose sur ce sujet? Ouais, faut qu'il prenne sa retraite. Moi, ça me rend triste. Le pauvre, il y est plus du tout, quoi. C'est toujours un pilote que j'ai bien aimé, mais là, on sent bien que le physique doit plus y être, quoi. Il avait, à un moment ils l'ont dit, j'ai pas trop fait gaffe à quel moment de la course c'était, mais avant pas mal de chutes, et il avait 6 secondes de retard sur l'avant-dernier, quoi. Marquez à ce moment-là avait pas autant d'avance sur le deuxième, pour dire. Ouais, il finit 14 secondes derrière l'avant-dernier, quoi. Et qui est Raúl Fernandez, on peut pas dire que ce soit la plus grande fusée de paddock. Oui, mais qui est la plus rapide Aprilia du jour, finalement. Non, mais pour Rins, là, il disait que c'était le pire week-end de sa carrière.
fait, voilà, c'est et lui, on parlait tout à l'heure de Viñales, mais c'est pareil, il est quand même là depuis quasiment 15 ans. Un pilote qui te dit c'est le pire week-end de sa carrière, c'est que là où il est vraiment au fond du trou, et c'est triste en fait de voir ça, parce que c'est pas un mauvais pilote. Alors la Yamaha n'est peut-être pas non plus au niveau tout ça, mais c'est qu'en fait il n'y arrive plus. Et malheureusement, alors de temps en temps, comme on le voit, on peut dans des essais, il est vers la 10e place, il arrive, donc il est pas non plus si loin que ça, il est pas non plus à 3 secondes au tour, mais là quand tu termines à 40 secondes, à 15 secondes de Raúl Fernandez, c'est... Parce que oui, il y a eu beaucoup de chutes, mais tous les pilotes qui ont chuté, Raúl Fernandez aurait terminé quand même juste devant Alex Rins, parce que ce soit Acosta, Zarco, Di Giannantonio, Bezzecchi, Mir, Ogura, ils étaient devant Fernandez quand il y a eu la chute. Enfin, Ogura, Mir, ils étaient ensemble, mais voilà. Donc Rins aurait quand même terminé à 14 secondes de l'avant-dernier. Mais il aurait peut-être pas terminé dernier, puisque Savadori a chuté 2 fois. Peut-être Oliveira aurait peut-être été entre Fernandez et Rins, mais voilà, Rins c'est quand même très très dur cette année, et on voit pas trop comment il pourrait s'en sortir. Et on comprend pas non plus comment Yamaha pourra s'en sortir avec son contrat jusqu'à fin 2026. Ça doit pas être une situation facile non plus pour le Team Usine de voir un pilote aussi éloigné de leur pilote numéro 1. Je switch sur Quartararo, vous l'avez compris. Les montagnes russes avec Quartararo, on sait jamais à quoi s'attendre, c'est-à-dire encore cette fois c'est une qualif qui est plutôt mauvaise. Mais il fait une belle course. Des fois c'est l'inverse. Du coup, podium en sprint et excellente P4 en course longue, même s'il était très très critique avec sa moto en interview. Thibaut, un petit mot à dire sur Fabio? Oui, je sais pas trop, parce que il fait 3e en course sprint, il fait 4e à la course, tu te dis c'est bien, mais malgré tout, lui, il est pas très heureux de terminer 4e de la course. On peut le comprendre parce que il termine 4e parce qu'il y a beaucoup de chutes devant lui, que ce soit Zarco, Bezzecchi, Di Giannantonio, ils auraient terminé devant lui. Après, il n'est pas non plus si loin que ça en chrono, parce que il termine à 18 secondes de Marc Marquez, d'accord, mais il termine à 15 secondes 12 secondes d'un Alex Marquez sur 30 tours. C'est quoi, c'est moins d'une demi-seconde au tour. Alors, ok, ça paraît quand même beaucoup sur un circuit comme le Sachsenring, une demi-seconde, mais c'est pas non plus la catastrophe, la grosse catastrophe. C'est tout simplement que la Yamaha, on ne sait jamais à quoi s'attendre maintenant au début d'une course avec Quartararo. Il pourrait terminer 13e, 14e, il peut terminer 5e, et c'est ça, je pense, le plus dur pour lui, c'est qu'en fait, il ne sait pas du tout ce qu'il attend quand la course va démarrer. Guillaume. Non, je suis assez d'accord. Après, alors j'ai pas vu son interview, j'ai vu ce que les gens en avaient dit, donc j'imagine qu'il a râlé, mais alors autant je trouve ça toujours naze de descendre son équipe en interview, mais par contre quand j'ai vu qu'il était rentré dans le top 10 du classement général, ça m'a surpris parce qu'en fait je le voyais plus haut, et je me suis rendu compte qu'en fait il avait eu, par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant, plein d'opportunités de marquer des gros points qu'il a pas marqué, et je pense qu'il se rend compte que là il fait 3 et 4, mais que il s'y attendait pas, et que la fois où il pensait marquer des points il marque pas, et je pense qu'en fait il est un peu perdu, là où avant il était juste, la moto était pas bonne, il était loin derrière et tout, et là je me dis il a peut-être l'impression qu'il est pas loin de pouvoir faire alors pas de rentrer dans le top 5 du championnat, mais d'être plus régulier aux avant-postes, mais qu'il comprend pas comment le faire, et il a l'air plus frustré qu'énervé, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je suis d'accord avec toi. C'est un peu ça, je pense. C'est voilà, bon, il aurait pu gagner en Angleterre, au final il a pas gagné, mais il y a des courses où vraiment il est pas là, mais c'est ça en fait, c'est la frustration de se dire je pourrais faire mieux à certaines fois, et où il marque pas des points. Donc maintenant, bon, on sait que ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Faut pas se leurrer. Il y a une course, il faut arrêter de descendre son équipe. Voilà, ça sert à rien en interview après course à chaud de dire ouais bah maintenant c'est à eux de bosser, moi je fais de mon mieux. Oui, on sait que tu fais de ton mieux, mais Yamaha aussi, ils font aussi de leur mieux. Hein, et pas... surtout que il y a 15 jours à peine, je crois, il a fait une interview avec la Dorna et il a répété
3 fois. De toute façon, Yamaha sait qu'ils doivent faire des efforts pour me garder. Il l'a répété 3 fois. Je me dis, la moto a quand même fait des progrès par rapport à l'année dernière. Je me mets à la place de Yamaha, ça va être assez désagréable de se faire descendre comme ça, alors que pour le coup, on voit qu'ils bossent. Après, ils sont pas deuxième force du plateau, c'est sûr, mais il y a quand même des progrès. Et je trouve que pour le coup, ils devraient plutôt essayer de faire marcher la machine en disant que c'est cool, il y a des avancées, etc., mais qu'on n'y est pas encore, plutôt que de dire on est toujours naze, quoi. Ouais, d'un côté, peut-être qu'il vaut mieux la faire, encore une fois je mets beaucoup de guillemets hein, parce que Martin ce qu'il fait c'est pas très propre, peut-être la faire à la Martin, aller discuter en coulisses avec son team, dire il y a une clause, je veux sortir, ou voilà, et pas trop en parler devant les médias, quoi. Il y a un côté peut-être... Ouais, je peux comprendre. On avance un petit peu, chute d'Oliveira, Miller dans le ventre mou, pas surprenant, je suis pas sûr qu'on ait grand chose à dire sur eux, ils sont tous les deux pressentis pour sortir de la catégorie l'année prochaine. En fait, la seule chose qu'on peut dire c'est comme d'habitude, Oliveira chute, Miller fait une bonne course L'Allemagne, c'est un circuit qui réussit bien. Samedi, il pleuvait. Je suis un peu déçu. Je m'attendais... il fait 11e, c'est pas si mal par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison, mais je m'attendais un peu mieux. L'année dernière, il se qualifie 2e quand même, je crois, ou 3e. Il avait gagné en 2021, ou 2020, je sais plus. Enfin, c'est un circuit qui réussit bien. Samedi, il pleuvait, et j'avoue que je m'attendais un peu à... je sais pas, un solide top 10, quoi, quelque chose comme 6-7. Et au final, même dans des conditions qui lui sont favorables... j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout, il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus rien. Ouais. C'est décevant. Bah, c'est comme Rins. Ouais. Il va retourner faire le cabinet de dentiste au Portugal. Non, je suis triste, je l'ai beaucoup soutenu là, cette saison, je peux plus, c'est bon, je suis fatigué. Oui, je suis pareil. Et ben puisqu'on est dans les équipes japonaises, on peut enchaîner avec Honda. Belle P2 en qualif, on l'a dit, dans des conditions très très particulières. Malheureusement, que ce soit en sprint ou en Grand Prix, la réalité de la course l'a rattrapé. Qu'est-ce qu'on peut dire de son week-end à Zarco, Gueno? Bah, c'est dommage. J'écoutais son interview. Hier, il savait pas pourquoi il n'y avait pas la bonne température. Là, il a été surpris par la baisse de température des pneus. Il avait l'air quand même plutôt content parce il voyait qu'il y avait de la performance, mais c'est vrai que c'est dommage, surtout pour aujourd'hui, quoi. Hier, il a fait un pari, ça n'a pas payé. Bon, là-dessus, c'est compliqué de lui jeter la pierre. Si c'était passé, comme on dit, si ça passait, c'était beau. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Une toute petite erreur et puis zéro pointé, quoi. Ça fait mal, quoi. Surtout que les autres Honda avaient pas l'air si mal que ça non plus. Marini était dans une forme olympique. C'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est comme ça. Non, mais après les autres Honda, c'est vrai qu'on les a beaucoup vus parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir devant et on avait l'impression que c'était incroyable ce qu'elle faisait à la bagarre. Oui, c'est vrai, oui, parce que je vois 6ème, mais oui, c'est vrai qu'avant les chutes, en fait, ils étaient plutôt 10-12, ouais. C'est vrai que, oui, c'est pas faux. En fait, ils étaient à leur place comme depuis le début de saison, un peu ensemble. Oui, c'est vrai. Les Honda ensemble avec les Aprilia, Ogura, Fernandez un peu, tout le monde se met ensemble, un peu avec Miller aussi, un peu Quartararo qui est pas très loin. Voilà, bon, comme tu dis, Marini, non, vraiment belle course de sa part, sans parler de la position. En fait, il arrive à tenir les autres, alors qu'il y a un mois en arrière, il s'est quand même fait très 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 mal. Et puis, Mir, dommage, quoi. Enfin, pas de chance. Il y est pour rien, encore une fois, il se fait percuter, il chute, enfin, il perd encore des points. Enfin, c'est toujours la dure réalité quand on roule dans le paquet, c'est de se risquer de se faire percuter. Mais voilà, quand il chute pas tout seul, il chute à cause des autres. Encore une fois, je vais pouvoir alimenter mes stats ces absences. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de Honda. On le rappelle, Chantra était absent et non remplacé. Peut-être qu'on peut passer du côté d'Aprilia avec une petite rime pour dire Bez qui nous a fait plaisir. Beau week-end, Bezeki, ce qu'on disait, c'est beau week-end depuis quelques Grands Prix quand même de sa part. Alors tout n'était pas parfait, il chute en Grand Prix, mais il devient un sérieux en termes de vitesse pure, il devient un sérieux challenger, non? Bah là, s'il était resté sur ses roues, il prenait, alors avec des si on met pas en bouteille, mais il prenait la 4e place du championnat. Et pour une non Ducati entre guillemets, c'est quand même plutôt une belle performance. Après, comme il est tout seul sur l'Aprilia, c'est compliqué de savoir la placer exactement
par rapport aux autres, parce que c'est vrai qu'Ogura c'est un rookie et Fernandez, bon, ça fait 3 ans que je tape sur Fernandez, mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir si c'est Bezzecchi qui est au niveau de la moto ou si enfin vous voyez ce que je veux dire, mais non c'est très solide. Et puis hier c'est dommage, ça passait à pas loin, mais il était à 2 doigts de la victoire. Bon, pas de bol, en face il y a un mec qui s'appelle Marquez, mais sinon non c'est hyper solide, moi ça me fait très plaisir. Thibaut, sur Bezzecchi? Bah pareil en fait, il me surprend quand même, je le voyais pas aussi bien cette saison. Et en fait, aujourd'hui, il peut gagner des courses ou être sur le podium à la régulière sans que ce soit surprenant. Il peut battre des VR46 ou les Gresini, alors peut-être pas Alex Marquez, mais en tout cas Aldeguer sans problème, devant les KTM, devant les Yamaha. Donc au final, Bezzecchi top 5 du championnat à chaque course, ça me surprend pas. Enfin, c'est pas surprenant. Ouais, non, je vous soutiens. Bezzecchi, c'est largement la meilleure moto après les Ducati au championnat et devient hyper régulier. Donc c'est bien de voir que le passage à vide l'année dernière sur une moto qui lui convenait pas lui est passé, qu'il a repris confiance, qu'il a trouvé un team et une moto avec qui ça marche bien. Et on espère qu'il va continuer à pousser pour les avant-postes et bousculer un peu la hiérarchie des motos de Bologne. Juste à voir quand même comment il va réagir avec l'arrivée de Martin. Si Martin arrive à rester, s'il est apte et qu'il arrive à choper son rythme, à voir comment ça va bouleverser ou non Bezzecchi, parce que là aujourd'hui il a toute l'équipe autour de lui. Ça peut aussi le déstabiliser. J'espère pas, mais ça s'est déjà vu aussi, quoi. Ouais. Je sais pas. Ouais. Bezzecchi, c'est un Italien dans une équipe italienne. Il a un charisme naturel. C'est le mec sympa en fait. Bezzecchi. Clairement, et puis là, clairement, en termes de performance, il excelle. Donc dire qu'un Martin qui est un peu en conflit avec son employeur, qui va rester son équipe va l'accueillir assez froidement. Et puis c'est pas un mec, Martin. Il peut être très souriant, mais c'est un caractère parfois un peu particulier, plutôt renfermé, etc. Donc, je pense que Bez restera toujours numéro 1 de cette équipe Aprilia, du moins cette année, et que ça changera pas grand-chose. Martin, il va quand même avoir quelques courses avant de se remettre dans le bain. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pierre. Je suis d'accord avec toi parce que, comme tu dis, italien dans une équipe italienne, là, depuis 6 mois, il est tout seul. Donc, t'as des liens qui se créent quand même avec l'équipe, que Martin n'a pas et n'a plus, et ça va être très difficile pour lui d'avoir des liens, on va dire, avec les ingénieurs, avec un peu toute l'équipe technique, tout ça. Donc Bezzecchi, là, la majorité de l'équipe est italienne, c'est quand même plus simple. Enfin, voilà, je pense que Bezzecchi restera. On a l'impression qu'il y a une vraie alchimie entre lui et Aprilia. En tout cas, de ce qu'il montre, il y a vraiment une bonne ambiance et tout. Oui, voilà, avec Savadori, le pilote essayeur de la marque, hein, donc c'est vachement important quand on veut développer des choses en son sens. C'est vrai. Bon, on souhaite quand même un beau retour de Martin ça manque un peu de voir son numéro 1 sur la grille. Personne te croit. Bon. Allez, par contre, chez Aprilia, derrière, c'est le vide. On a Ogura qui est revenu un peu sur terre et qui a perdu de son éclat, malheureusement, avec ses chutes dernièrement et ses blessures. Roll est nulle part. Et Savadori, lui, collectionne les miles sur son American Express et sera sanctionné d'un double long lap pour ce prochain GP auquel il participe pour le fait qu'il ait chuté sous drapeau jaune. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire sur ces 3 pilotes? Sur Raúl Fernandez, parce qu'on se moque quand même beaucoup. Il a quand même fait 5 top 10 cette saison, hein, malgré tout. Non, mais je me suis moqué. Depuis l'année dernière, je me moque de lui. Enfin, on rigole à chaque fois de lui, et il est pas si catastrophique que ça cette année, en fait. Voilà. Je suis pas d'accord. Il a 2 points d'Ogura qui a raté 2 grands prix et qui a marqué 0 points sur les 2 derniers grands, qui a raté 4 grands prix, quoi. Oui, mais bon. Les années précédentes, Fernandez, il terminait à peine dans le top 15. Ouais. Là, il a quand même fait 5 top 10, donc voilà. Oui, c'est vrai. Je te laisse la seule responsabilité de tes propos, Thibaut. Je ne te backupperai pas non plus là-dessus. Et on passe aux Autrichiens avec KTM. On reviendra en dernier sur les rouges. Donc Acosta, moi ce que je peux en dire, c'est que je l'ai vu toujours très très rapide et toujours très très rapidement par terre. Il veut faire comme les copains en Ducati ou en Aprilia, sans comprendre qu'avec sa moto à lui ça ne passe pas, et on a donc l'impression qu'il n'y a aucun progrès par rapport à l'an dernier. Thibaut?
Ouais, bah, l'an dernier, en fin de saison, je disais qu'Acosta, je lui pardonnais, si j'ai le droit de lui pardonner, parce que bon, j'ai rien à dire en final, ses erreurs, parce qu'il était rookie, ok, il tentait, il faisait quelque chose, il essayait. Et j'avais dit, bah, l'an prochain, on attendra de lui de ne plus faire autant d'erreurs et de progresser, en tout cas d'être aussi rapide, mais de terminer les courses. Et en fait, on a l'impression que c'est toujours pareil. Il est capable de jouer un peu le top 5. Là, et encore l'année dernière, il jouait des fois le top 3. Donc là, bon, cette année, c'est peut-être le top 5, mais il finit quand même toujours par terre. Assez d'accord avec ça, assez décevant parce qu'il a encore une fois il a une belle vitesse, mais soit ses fins de course il perd souvent beaucoup de place, ou soit il finit par terre. Gueno, je te laisse plutôt la main sur Binder qui finit finalement P6 en sprint et P7 en Grand Prix, de loin la meilleure KTM du week-end si l'on peut dire, en tout cas comptablement. Ouais, je sais pas, je suis un peu déçu cette année, mais ça me surprend qu'il soit si... Bon, alors, ouais, j'allais dire dernier, mais non, parce que Bastianini est quand même vraiment moins bon. Mais l'année dernière, il arrivait à faire la part des choses en étant certes pas très brillant, mais toujours là à marquer des points. Bah, comme il avait toujours su faire, mais d'habitude, il était un peu plus haut dans le classement. Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'il a raté... il est pas dedans, quoi, par rapport au... Il a toujours été 6ème du championnat, là, il est 12ème. Il a chuté pas mal de fois, il a fait des qualifs pourris alors que il a jamais été très mauvais en qualif. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y est pas du tout, et puis se faire bousculer par Acosta, je m'y attendais un peu. Par Vinales, j'avoue que bon, finalement il y a 9 points d'écart, c'est pas transcendant non plus, mais je suis assez surpris, ouais. C'est la grosse déception de la saison pour moi. Ouais, Binder, c'est vraiment s'il y a bien un pilote qu'on attendait, voilà, à peu près vers la 6ème, 7ème place, et quand on avait fait le lancement de la saison, on en rigolait, on disait il terminera encore 5ème du championnat comme tout le temps. Et il est tout le temps là, on parle jamais de lui, il termine 5ème. Et en fait, cette fois, il est toujours anonyme, mais il termine 12ème. Et puis il était 5ème en étant souvent le premier pilote non Ducati, quoi. Oui. Il était en fait, au-dessus, alors que là, non, pas du tout. Il est nulle part, en fait. On le voit pas. Ouais. Mais je suis assez surpris, ouais. Honnêtement, il ne serait pas là, on s'en apercevrait même pas. Un peu comme Rins. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un peu comme Rins, ou un peu comme un Chantra ou un Nakagami l'année dernière. Le pilote, on le voit pas, on l'entend pas du week-end. Ouais, je pense qu'effectivement, il a raté quelque chose au niveau de sa préparation en fait, avec cette nouvelle KTM. Qualif, parce que je suis en train de réfléchir, l'année dernière, en fait, c'était pas un pilote qui dépassait beaucoup. Pour preuve, on entendait toujours Randy Depugnier. Il est difficile à doubler parce qu'il se met en travers, mais en fait, c'est vrai qu'il se qualifiait 5ème et puis il arrivait à se défendre pour garder plus ou moins sa place. Mais comme là, il a des qualifs très moyennes, il défend une place très moyenne, en fait. En fait, il a passé le GP à se défendre de Marini, en fait. Il n'a pas attaqué plus que ça. Comme tu dis, ces qualifs, ça fait penser à Quartararo l'année dernière, qui arrivait à peine à passer en Q2. Oui. Et en fait, tu pars 13ème, 14ème, à chaque fois. Bon, ouais, même si t'es bon, tu peux doubler 3-4 pilotes comme ça, mais bon, tu vas pas non plus en doubler 10. Exactement. On va accélérer parce que nous aussi on est en retard, les qualifs ça sont pas bonnes. Donc Tech 3 est à la recherche d'un marabout pour se désenvoûter ce week-end. J'espère que ça ira mieux à Brno, et on passe rapidement sur Ducati, même si on a plein de choses à dire. On peut commencer par l'empereur du Saxe, mais aussi du MotoGP. J'ai nommé Marc Marquez. Qui pourra arrêter Marquez? Personne. Lui-même. Allez, sujet suivant. Non, mais on savait très bien que Marquez au Sachsenring, il allait gagner. Bon, voilà, y a rien à dire, quoi. Il gagne déjà toutes les courses, donc au Sachsenring encore plus. Bon, on peut parler de Pecco maintenant. 7ème week-end à 37 points de la saison sur 11 courses. Ouais. Effectivement. 4ème d'affilée. Ouais. Ultra dominateur. C'est dur, hein. Les 4 derniers GP, 37 points. C'est impressionnant. Et waouh. Y a pas grand-chose à dire. Je pense que ici on le voit tous champion. Hein. Ah bah oui, de toute façon. Oui, bon, on le savait déjà depuis longtemps. En début de saison, on pouvait déjà s'en douter, et plus les GP passent, plus on se dit bon bah ouais, ok. On est tous d'accord, et malheureusement quand on domine comme ça, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on a
de la chance, même si quelque part on s'ennuie devant les courses, on a de la chance de l'avoir. C'est rare de voir une telle domination dans un sport. On peut passer à son frère, deuxième du championnat, donc Alex Marquez, qui malgré sa blessure va recoller plus 6 points à Pecco sur le week-end. Bon week-end Alex Marquez. Ouais, je pense que lui se demande même comment il a fait pour terminer deuxième. On ne savait pas s'il allait courir, donc avant le week-end, un petit circuit, enfin quand même assez physique. Il aurait très bien pu se dire, allez, un top 8, ça serait bien. Et au final, il fait deuxième. Bon, bah tant mieux pour lui. Par contre, je faisais la remarque quand il suivait, parce qu'au début, il a été dans la route Bezeki, et il l'a décroché, mais en fait, il l'a décroché pour prendre son propre rythme. Et je me suis fait la remarque qu'il avait gagné en rapidité, mais j'ai surtout l'impression qu'il a gagné en maturité aussi par rapport à des choses qu'on a pu voir les dernières années où il faisait des attaques un peu suicidaires. Et là, je trouve que cette année, en plus de sa vitesse, il est surtout plus réfléchi. Alors, il a fait des erreurs, mais il a l'air d'avoir mûri aussi dans son intelligence de course. Effectivement, on se souvient de son accrochage avec Pecco l'année dernière. Je l'ai pas dit exprès, ouais. Je l'ai entendu. C'est bizarre que tu l'as pas dit, mais je l'ai entendu. En tout cas, j'ai une bonne transition pour parler de Pecco. J'ai noté que c'était un vendredi correct, un samedi horrible et un dimanche chanceux, mais pour finir sur le podium, il faut finir. Finalement, bon, encore une fois, week-end en demi-teinte, pas satisfait de son week-end, il reste à sa place de 3e du championnat. Quoi dire sur Pecco ? La trêve lui fera du bien ? Ouais, je sais pas. Comme tu dis, quoi dire sur Pecco ? Bah ouais, écoute, il prend 16 points pour cette course, tant mieux pour lui, mais c'est pas... Il est pas là, quoi. Enfin, il a toujours du mal, et en fait, bon, ça va pas s'améliorer d'un week-end à l'autre, hein. Je pense pas que ça va changer d'un coup. Alors, ça peut aller petit à petit, ça pourrait s'améliorer, mais je pense que la saison va être comme ça, jusqu'à la fin de saison. Il risque d'être un peu dans ces eaux-là. Gueno, tu vois une éclaircie avant la fin de saison pour Pecco ? Non, mais j'ai décidé de prendre le problème dans l'autre sens, moi. Je me dis, finalement, s'il est sur une moto qui lui convient pas et qui finit 3e, c'est pas non plus enfin c'est pas mal quand on voit par exemple alors c'est pas pour comparer le niveau des pilotes, mais Bezeki qui était transparent sur une moto qui lui allait pas, ou Binder qui est pas là du tout sur une moto qui a l'air plus compliquée ou qui lui convient moins. Je me dis effectivement par rapport à la moto qu'il a et ça on espérait mieux, mais si lui est vraiment pas à l'aise dessus, il finit 3e et il fait des podiums, et c'est pas non plus, s'il arrive à rebondir l'an prochain, c'est pas non plus catastrophique s'il rate une saison parce qu'il est pas parce qu'il a pas le truc, quoi. En fait, on parle d'un gars qui est pas à l'aise sur sa moto. Il est là, il a eu un passage à vide effectivement en France-Angleterre, mais sinon, il est toujours quasiment sur le podium, alors qu'il arrive pas à être à l'aise. Je trouve, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est pas non plus si mauvais que ça, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi. On sent qu'il a pas la vitesse d'Alex et de Marc. Pour autant, il est pas si loin que ça d'Alex. En fait, il fait le minimum. Il fait le minimum de ce qu'on attend de lui. Enfin, de ce qu'il doit faire, en fait. Voilà. Je pense que oui, effectivement, avec son statut et cette moto, oui. Sachant qu'un Alex Marquez surperforme par rapport à ce qu'il nous montrait depuis des années. Alex Marquez ne chute pas, alors qu'avant, il était comme une course sur 2, il était par terre. Il ne fait aucune erreur dans la saison, donc c'est Alex Marquez vraiment qui surperforme. Mais Pecco, oui, il est en retrait. Il devrait être plus proche de Marc. Ça, on en est tous conscients, on est tous d'accord pour le dire. Malgré tout, voilà, il prend quand même très souvent des podiums. C'est ça. Et en parlant de ceux qui ont une GP25, est-ce qu'on peut dire que DJ est enfin de retour à 100%? Est-ce qu'on peut dire que lui, comme Marc Marquez, a pris la mesure de cette moto, de cette GP25, et au vu de sa vitesse sur ses derniers Grands Prix, peut-être justement va aller causer à Pecco, Alex Marquez plus souvent? Ouais. En course. Ouais, je pense que t'as raison là-dessus. Il a pris la mesure de la GP25. Alors oui, il est derrière Marc Marquez tout le temps, mais c'est normal. Mais là, on a vu quand même pendant les essais, il était pas si loin non plus de Marquez. Et ouais, maintenant il est à 100%. Et c'est un pilote aujourd'hui qui visera le podium à chaque course. Je pense, il commence les courses, enfin les week-ends, les vendredis, pour faire podium. Et puis honnêtement, il a rien à envier à Alex Marquez ou à Morbidelli.
Je suis assez d'accord avec ça, Gweno. Ouais, non, je suis d'accord. J'étais un peu inquiet en début de saison, mais non, il a bien pris la mesure de la moto, comme tu dis, ouais. Et puis il est devant son coéquipier, ce qui est toujours ce qu'on demande à un pilote finalement. C'est ça. Bah, du coup, je te remercie pour la transition. Son coéquipier, Morbidelli, qui souvent on parle de lui pour une dinguerie, il n'a pas encore raté ce week-end. Encore une dinguerie, sa chute spectaculaire le samedi qui nous a fait très peur. Ah oui. Ouais. Ouais, là, il fait une grosse chute, la combinaison qui s'ouvre. Il semblait quand même un peu KO. Enfin, il tape quand même plusieurs fois la tête au sol. C'était un peu un pantin désarticulé, quoi. Les bras, les jambes dans tous les sens. Le voir tout de suite qu'il respirait et un peu bouger, ça a rassuré. Alors bon, ok, c'est la clavicule, l'épaule touchée, il était forfait pour la course, mais c'est un moindre mal. Oui, et a priori pas de fracture détectée en tout cas dans les premiers examens, c'est assez miraculeux. Oui. Et on termine rapidement peut-être sur le dernier pilote Ducati, donc Aldeguer, qui a fait une très très mauvaise qualif, mais il est à la bagarre des points en sprint et il fait une belle remontée en GP. Il profite aussi des chutes des autres bien sûr, mais encore une fois, il faut encore être sur la piste pour en profiter. Bon week-end pour Aldeguer finalement, à part ses qualifs. Ouais, pas grand-chose à dire en fait, on l'a pas vu. Il profite comme tu dis des chutes, mais sinon son week-end aurait été très moyen. Il est quand même 9e au championnat, donc Quartararo. Oui, mais toi, en course sprint, il marque pas de points. Et là, alors oui, ok, il termine 5e, c'est bien. Mais c'est un peu comme Quartararo, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de chutes devant. Il aurait terminé 10e ou 11e de cette course. On aurait dit que c'était un week-end très moyen. Ouais, mais pour le coup, il est resté sur ses roues là où des pilotes plus expérimentés se sont fait piéger. Mais c'est pour ça. Oui, ça. C'est pas la perte du siècle, mais ouais, c'est honorable, ouais. On est d'accord. Eh ben très bien, je pense qu'on a fait le tour. Si vous ne voulez rien rajouter, on peut en rester là. Et on se retrouve donc dans moins d'une semaine, du 18 au 20 juillet, pour le grand retour d'une piste appréciée. Ce sera le GP de République tchèque sur le tracé de Brno. Un petit mot sur ce tracé, vous aimez ce circuit ou pas ? Ouais, j'ai toujours aimé ce circuit, parce que je sais pas, c'était l'été, après la trêve estivale à l'époque, enfin c'était un peu le truc... énormément de fans, toujours souvent très chaud et énormément de fans, donc toujours un circuit que j'ai toujours bien aimé. On a souvent eu des belles courses, donc on attend ça avec impatience. Ok, très bien. Gweno, petit avis sur pareil. Brno. Pareil, pas grand chose à ajouter. J'ai très hâte. Ok, on espère voir le long lap de Zarco. Et du coup, c'était un plaisir d'enregistrer avec vous ce soir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut.